Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du 23 octobre 2020. Tout de suite, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et maintenant, focus marché, donc, avec des places européennes qui sont toujours tiraillées, comme vous le savez, entre les discussions à Washington sur un plan de relance budgétaire qui n'aboutit toujours pas, et la situation sanitaire qui s'aggrave de plus en plus en Europe. Alors effectivement, les mauvaises nouvelles sur le front sanitaire s'accumulent ces derniers jours, obligeant de nombreux pays à durcir leurs restrictions pour tenter d'enrayer la deuxième vague de l'épidémie due au coronavirus. En France, par exemple, 54 départements seront soumis à un confinement nocturne à partir de ce vendredi à minuit, soit environ 46 millions de personnes. La région de Rome, elle, pourrait décréter un couvre-feu et la Belgique serait en passe de reconfiner, tandis qu'aux États-Unis, près de 2 tiers des États dépassent désormais le seuil d'alerte de 100 nouveaux cas pour 100 000 habitants sur une semaine. Donc très clairement, une situation qui pèse sur les indices et sur le moral des investisseurs. Encore une fois, la tendance, elle, est également freinée par les doutes sur la capacité des républicains et des démocrates américains à trouver un consensus sur un plan de soutien à l'économie. Toutefois, on constate quand même que ce matin, la bourse de Paris, même l'ensemble des bourses européennes, reprennent un peu des couleurs pour terminer la semaine. Après la publication des derniers indices PMI, alors que l'évolution de la pandémie inquiète toujours, on constate quand même que l'indice PMI Flash Composite d'IHS Markit se replie pour un troisième mois consécutif en octobre dans la zone euro, fléchissant de 50,4 en septembre à 49,4 et signale donc ainsi la première contraction de l'activité globale de la zone euro depuis juin. Alors effectivement, face à ces nouvelles mesures de restriction imposées en Europe, plusieurs analystes maintenant tablent de nouveau sur une récession au quatrième trimestre, puisqu'on pourrait avoir encore une fois une contraction du PIB à venir en cette fin d'année. Côté US, par contre, les US toujours en forme, puisque Wall Street a quand même terminé en hausse, alors que les négociations restent quand même difficiles entre le Congrès et la Maison-Blanche sur ce fameux plan budgétaire. On assiste véritablement à un feuilleton qui dure maintenant depuis quand même plusieurs jours, plusieurs semaines. Après le feuilleton du Brexit, on assiste maintenant au feuilleton du plan de relance budgétaire qui semble interminable. Toutefois, on le sait, il verra forcément le jour. Ce n'est plus qu'une question de temps, mais cela continue d'animer les marchés. C'est une question de montant sur lequel les deux camps doivent se mettre d'accord, mais tôt ou tard, ce plan de relance, ce qui est sûr, c'est qu'il aura lieu. La Chambre, enfin du moins Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, elle a fait état de progrès dans les discussions avec l'administration de Donald Trump. Et comme je vous le disais, ce plan de soutien aura lieu puisqu'il est d'autant plus attendu que les indicateurs macroéconomiques continuent de témoigner des dégâts conséquents à l'économie américaine, frappée quand même assez durement par l'épidémie de Covid. Enfin, pour terminer, côté macro, on a eu la semaine dernière les inscriptions au chômage à 787 000. Ça reste quand même un niveau très élevé, même si elles ont baissé un peu plus que prévu les inscriptions hebdomadaires. On est tout de même sur des niveaux assez inquiétants et cela, en parallèle, par effet ricochet, vient pénaliser l'économie américaine. Donc voilà pourquoi nous assistons véritablement à une guéguerre sans fin entre les deux camps républicains et démocrates,
pour ce fameux plan de relance, qui certes aura lieu car sans ce plan de relance, eh bien, l'économie américaine pourrait une nouvelle fois subir de plein fouet les dégâts du Covid, mais encore une fois, c'est une question de montant. Toutefois, à l'approche des élections, si Joe Biden est élu président, eh bien, je pense que nous aurons un nouveau plan de relance qui devrait très certainement profiter aux actions américaines, encore une fois. Côté macro, ici, nous avons aussi le bilan de la Fed, encore une fois. Donc, on a des marchés qui ne reculent pas tellement, finalement, face à ces inquiétudes et à ces craintes, mais d'un autre côté, on a en fait des banques centrales toujours très présentes sur les marchés. Le bilan de la Fed a atteint un nouveau record cette semaine, et le bilan de la Banque centrale a atteint un nouveau record aussi. La semaine prochaine, on a aussi une réunion de la Banque centrale et comme je vous le disais au cours des précédents graphiques des marchés, les mauvaises nouvelles sont des bonnes nouvelles finalement pour les investisseurs puisque Christine Lagarde appelle les États à dépenser sans compter. Donc très clairement, c'est open bar des liquidités et les banques centrales feront tout ce qu'elles peuvent, en tout cas, pour soutenir l'économie. Donc, de ce fait, cette semaine, on a eu nouveau record pour le bilan de la Fed, nouveau record pour le bilan de la BCE, et le bilan de la BCE pourrait encore grimper de 500 milliards d'ici la fin de l'année. Donc vraiment, on n'a pas trouvé une solution structurelle actuellement, on essaye juste de gagner du temps en injectant des liquidités, encore une fois, car les banquiers centraux savent que les investisseurs ont encore une confiance dans ce qu'ils font et dans leurs outils. Donc, tant que cette confiance n'est pas égratignée, eh bien, ils continuent d'abuser de leurs outils ultra accommodants, de leurs outils monétaires pour complètement doper artificiellement les marchés. Et donc, nouveau record cette semaine pour le bilan de la Fed. L'actif total, lui, a augmenté de 26 milliards de dollars par rapport à la semaine précédente pour atteindre un record à 7 177 milliards de dollars. Les titres du Trésor, eux, ont augmenté de 25 milliards de dollars. Et enfin, le bilan équivaut désormais à 37% du PIB américain contre 66% pour celui de la BCE et enfin 137% pour la Banque du Japon. Ici, c'est un graphique concernant les exportations en Chine. Donc, j'ai pas mal insisté au cours des derniers briefings des marchés sur la vigueur de la reprise en Chine. La Chine est tout simplement en train de dévorer le monde. Le virus est parti de chez eux et finalement, c'est un des pays qui a le mieux réussi à l'endiguer, très clairement, puisque comme j'ai pu vous le montrer au cours des précédents briefings des marchés, que ce soit sur les perspectives de croissance à venir, le poids, du moins la pondération de croissance sur le PIB mondial de la Chine est quand même conséquent. La croissance actuelle qui est quand même passée positive en 2020, plus 0,7%. C'est quand même l'un des seuls pays à avoir une croissance positive cette année. Et on constate en fait très clairement que la Chine accélère. Donc c'est un graphique que je souhaitais vous partager qui montre encore une fois la poussée assez fulgurante de la Chine dans sa conquête de la mondialisation et très clairement en train de dévorer le monde et ses concurrents, puisque la part de la Chine dans les exportations mondiales est passée à 16% pendant la récession de Covid. On a quand même eu un sacré pic, on est aux alentours de 12-13. Au mois de mars, on chute et derrière, on rattaque très très fort et on atteint quand même 16% des exportations mondiales. Donc très clairement, encore une fois, une Chine très forte et qui pourrait déstabiliser, je pense, dans les mois, voire les années à venir,
certains de ses plus grands concurrents, notamment les États-Unis, sur le fait de devenir première puissance économique mondiale. Ici, c'est le S&P 500 à l'approche des élections présidentielles et comment se comporte l'indice de manière générale. Alors, on constate qu'effectivement, ce qui est plutôt vrai, à l'approche des élections présidentielles, les cours des actions se stabilisent finalement, généralement, avant les élections et se redressent après, comme le montre ce graphique de Deutsche Bank. Donc, actuellement, c'est un peu le cas. Finalement, sur le Dow Jones, on a un peu un range. On est capé sur les 29 000, 29 100 points. On a corrigé en direction des 28 200. Et c'est vrai qu'on a fait une première spike, mais c'est exactement la même dynamique quasiment sur le S&P. On a fait un premier spike, on a corrigé, on tente de reprendre de la hauteur. Donc, on se stabilise. Et c'est vrai qu'à l'approche des élections, il est peu probable d'avoir des investisseurs qui prennent des initiatives en renforçant les lignes de leur portefeuille actions. C'est un peu aberrant, pas forcément très judicieux, étant donné la volatilité très présente et les incertitudes qu'on a sur les marchés. Mais par contre, après les élections, effectivement, on constate qu'on a un redémarrage haussier sur l'ensemble des indices américains. Je vais vous montrer notamment mercredi le graphique concernant les performances du S&P. Si le président américain Donald Trump était réélu, et au contraire si Joe Biden lui-même devenait nouveau président des États-Unis, en général, les marchés américains appréciaient un nouveau mandat du président déjà élu, contrairement au fait que si Joe Biden passe, cela pourrait légèrement impacter la performance du S&P, mais toutefois, on remarquait quand même qu'on avait sur du moyen long terme une performance quand même positive, même si à long terme, le programme des candidats n'a aucun impact sur la performance du S&P. Bien entendu, ce sont actuellement les politiques monétaires des banques centrales qui drivent l'humeur des marchés. Toutefois, encore une fois, je note que, certes, comme je vous le disais, ce sont les politiques monétaires des banques centrales qui, depuis 2008, impactent très fortement les marchés, grâce notamment aux liquidités. Et qu'est-ce qui pourrait aussi impacter les performances à venir, finalement, qui pourrait être encourageante, c'est l'élection de Joe Biden. Puisque certes, il y a quelques semaines encore, le marché paniquait à l'idée que Joe Biden pouvait devancer Donald Trump, puisqu'il prévoyait une augmentation des impôts sur les sociétés, amenant le taux à 28%, alors que Donald Trump l'avait lui-même diminué à 21%. Et derrière, le marché salue tout simplement les probabilités d'avoir Joe Biden comme président, puisque ce dernier, finalement, prévoit, comme je vous le disais en introduction, eh bien, un plan de relance budgétaire plus conséquent pour l'économie américaine. Donc, en soi, ce sont de nouveau les liquidités qui viendront soutenir la tendance actuelle. Côté graphique maintenant, passons tout de suite sur notre indice national, le CAC 40. Toujours dans son range, finalement, donné 4 heures. C'est vrai que la semaine a été compliquée pour l'indice. On s'est fait une grosse frayeur mercredi. Finalement, on reprend des couleurs en fin de semaine, notamment dopées par les résultats trimestriels de certaines sociétés qui ont été plutôt bien accueillis. Donc finalement, on se rend compte que la macro n'est pas au rendez-vous, finalement, que au contraire, on a quand même des dégâts assez lourds sur l'ensemble de l'économie en zone euro, même en France, mais par contre, derrière, la micro, elle, vient compenser un peu ces dégâts. Et on constate que quand même certaines entreprises du CAC 40 ont réalisé, pas toutes bien entendu, mais
ont réalisé des bénéfices supérieurs aux attentes et ont même battu le consensus. Donc on est vraiment dans une phase d'incertitude, de range, tiraillé entre la macro qui est complètement au tapis et d'un autre côté la microéconomie avec les résultats des entreprises qui finalement montrent que certaines boîtes, pas toutes, hein, pas le secteur aérien, pas le secteur des loisirs ni de la culture, mais ont résisté mieux que prévu à la crise du Covid. Et donc là derrière, toujours quand même sous un gros palier, hein, 4930 et même 200, donc ça c'est très clairement le niveau à surveiller. On a réussi à reconquérir le niveau des 4870. Là, on a une belle zone quand même. On va avoir un double niveau de résistance d'ici la semaine prochaine, avec notamment MM200 qui va venir s'aligner proche de la MM50. Je ne m'attends pas à ce que le marché, comme je vous le disais en introduction, à 10 jours des élections américaines, déclenche un mouvement directionnel, de grande ampleur en tout cas, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Toutefois, le range, lui, permet vraiment de cadrer peut-être les prochaines séances à venir. Toujours tentative quand même de valider un double top. Finalement, belle remontada hier et on clôture pile poil sur la borne basse. Donc, très clairement, range de consolidation à venir pour l'indice CAC 40 et essayer encore une fois de se rapprocher le plus haut possible de la borne haute avec la MM200 pour tenter des stratégies vendeuses et de trader la borne haute et la borne basse, ou bien d'attendre la cassure qui devrait logiquement par contre donner le point de départ du prochain mouvement directionnel. Je m'attends quand même à avoir cette cassure, sauf si vraiment l'épidémie de Covid dérape complètement en Europe et en France et inquiète, du moins, oui, inquiète complètement les investisseurs. Mais sinon, à court terme, je trouve qu'on a quand même un beau range bien délimité et il convient donc de rester focus sur voilà, ces niveaux de prix, 4820, 4980, et d'essayer d'intervenir sur les niveaux techniques clés, à savoir la MM200, encore une fois, proche de la borne haute ou la borne basse, et pour les autres, d'attendre la cassure d'une des deux bornes pour accompagner le momentum à venir. Le DAX. Alors le DAX hier, qui est quand même venu se poser pile poil sur la ligne d'Oku de son ETE, de son épaule tête épaule. Pareil, difficile d'entrevoir une incursion sous ce niveau qui devrait logiquement conduire à une accélération baissière à 10 jours des élections. Je vois mal les opérateurs prendre des décisions un peu en mode panique. Toutefois, rien n'est impossible, mais je verrais bien encore une fois une phase de stabilisation. C'est vrai qu'on avait une légère épaule tête-épaule ici en données 4 heures, notamment sur le futur, ici, épaule, tête, épaule. Donc on a fait une incursion hier et finalement on est en train de reconquérir ce niveau. En soi, elle n'est pas invalidée. Il faudrait clairement qu'on repasse au-dessus de la deuxième épaule pour qu'elle soit invalidée. On pourrait très bien faire une épaule, tête-épaule complexe en formant une deuxième épaule. Toutefois, cette figure n'est pas aussi primordiale et importante que celle en données DI. Pour moi, le vrai niveau de support, le pivot, c'est les 12 900, oui, c'est les 12 350. Très clairement, une incursion sous ce niveau, là, il y aurait véritablement un risque baissier et on pourrait assister à une correction plus profonde. Et pareil, pour l'instant, en fait, tant que ce niveau tient, eh bien, on pourrait assister à une stabilisation. Soit, oui, on a validé une figure de retournement, oui, elle n'est pas invalidée, mais pareil, si on reporte l'objectif théorique, on voit tout de suite que c'est une incursion sous ce niveau et ça pourrait déclencher en parallèle celle-là qui ouvrirait la voie à une correction bien plus profonde. Et donc, voir l'indice DAX perdre quasiment 1000 points d'ici les prochains jours, je n'y crois pas tellement. Sauf si résurgence de la pandémie foudroyante, assez foudroyante et fulgurante dans de nombreux pays d'ici là, mais sans
un catalyseur puissant à l'approche des élections, c'est plutôt une phase d'incertitude et d'hésitation qu'il faut avoir. Certes, on a des investisseurs qui restent quand même attentifs à l'évolution de l'épidémie, mais on sent que ça ne veut pas non plus dégringoler de façon assez catastrophique pour l'instant. En hebdomadaire, la bougie, voilà, on a quand même un gros niveau, 12 340, quasiment la ligne de coup, vous voyez, MM50 et même 200. Très clairement, tant qu'on n'a pas vraiment une violente cassure de ce niveau, on pourrait continuer à se stabiliser dans une espèce de range. Donc là, en tout cas, ce matin, les acheteurs reprennent de la hauteur. On pourrait très facilement aller chercher les 12 775 points. Et en fait, je me montre aussi plus prudent, étant donné que structure quand même assez particulière des cours, bougie flux, ici, gap baissier. On vient taper le support. Finalement, plus de peur que de mal. On parvient à clôturer quasiment à l'équilibre, donc une belle bougie verte. Alors qu'on a ouvert sur un beau gap baissier, on s'est fait peur, finalement on clôture quasiment à l'équilibre. Et ce matin, gap baissier à nouveau, et derrière, les acheteurs prennent la main et on forme une étoile du matin. Là, très clairement, on a une structure en étoile du matin. Voilà pourquoi cette figure en données 4 heures, je me méfie, j'accorde beaucoup plus d'importance à cette figure en données daily, puisque comme je vous le disais, je m'attends plus à une phase de stabilisation et le fait que l'on ait aussi un pattern de retournement, eh bien, me laisse à penser que la baisse, en tout cas, est peut-être terminée à court terme, en tout cas, et que l'on pourrait assister à une phase de stabilisation. Concernant le Dow Jones, pareil, assez résilient, le Dow Jones finalement, toujours sur son support. On constate un marteau inversé, deuxième marteau inversé, tentative d'incursion sous les 28 200, et comme je vous le disais, elle sera validée uniquement si on enfonce la MM50 pour aller chercher le gap. Ça, c'était le scénario baissier. Et là, on est dans un scénario marteau inversé, avalement. Et pareil, sentiment que la baisse on n'a pas vraiment une baisse sur les indices, mais qu'on n'ira pas plus bas. Et qu'au contraire, on pourrait retourner sur les 29 100. Et comme je vous le disais, on est dans un range à l'approche des élections, comme je vous le montrais dans le graphique en introduction, phase de stabilisation à l'approche des élections. Et peut-être que oui, si Joe Biden est élu, on pourrait avoir une accélération, car on anticiperait de nouveau un troisième plan de relance budgétaire, et donc direction le seuil psychologique des 30 000 points. Mais à court terme, là en tout cas, pareil, on a des chandeliers qui nous indiquent que la baisse est sûrement terminée. Si je me mets en données 4 heures, il est intéressant de voir qu'on va sûrement avoir une cassure Tenkan Kijun à l'ouverture. Possiblement un range, fin de consolidation, on casse, Tenkan Kijun à plat. Et derrière, à mon avis, on va ouvrir en gap. Chico libre de tout obstacle et ça pourrait repartir vers de nouveaux plus hauts. Si on va regarder sur le futur, alors en données 4 heures, la structure n'est pas la même, étant donné quand même qu'on a un historique de prix plus long, vu que la cotation dure plus longtemps. Mais en données daily, on n'a pas un aussi bel avalement, je trouve, que sur le cash. Donc le cash est plus pertinent, je trouve, sur... non, les chandeliers sont plus pertinents sur le cash que sur le futur. Toutefois, le niveau de support, lui, n'est pas enfoncé. Et en données 4 heures, voilà, on va surveiller. Un peu ce canal. Voilà. Hop. Un peu un mode canal drapeau. Et effectivement, hein, là, on va ouvrir avec un gap haussier. Cela confirmerait donc la cassure Tenkan Kijun en données 4 heures sur le cash, avec un peu cette sortie de drapeau en parallèle. Et donc, si on franchit cette ligne, il y a de grandes chances qu'on vienne chercher le niveau des 29 100 points dans les prochains jours.
L'euro-dollar, pas grand-chose depuis mercredi finalement sur l'euro-dollar. Dans un range, ce n'est pas une paire où il se passe beaucoup d'actions. On a la MM50 qui fait office de support, mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est le niveau des 1,1875 à franchir pour confirmer le range, en fait, pour qu'on ait plusieurs points de contact. Là, on a 1, 2, on a fait un point bas, et ce serait bien qu'on confirme la rotation complète, qu'on ait véritablement un range, en fait. Qu'on puisse se dire, effectivement, l'euro-dollar, pareil, je ne m'attends pas à ce qu'on ait une forte impulsion de l'euro-dollar avant les élections présidentielles. On devrait continuer de se stabiliser, en fait, entre 1,1950 et 1,1630. Et après les élections présidentielles, effectivement, on pourrait de nouveau avoir un flux directionnel. Sinon, à court terme, c'est dans un range. En données 4 heures, eh bien, pas grand-chose à dire. Tout simplement car on est sorti par le haut, c'était pas vraiment un super range, on bloque sur les 1,1875. On est dans un flux plutôt haussier pour l'instant, avec des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, mais pas de setup particulier en tout cas sur la paire. Ce serait voilà, d'aller chercher les 1,1875, de les casser pour aller chercher les 1,1950 et ici potentiellement surveiller un signal de retournement pour mettre en place une stratégie baissière. Mais sinon, sur l'euro-dollar, très clairement, la semaine n'était pas très palpitante, comme depuis de nombreux jours maintenant. Et il y a des paires forex qui étaient quand même plus intéressantes à trader cette semaine. L'euro-yen, qui par exemple offre un super range à trader. Alors, de nouveau, on pourrait avoir un range dans un range. Le nuage se met à plat. Hop, j'enlève l'ancien range pour retracer le nouveau, juste ici. Voilà. Exactement à peu près la même dynamique que sur l'euro-dollar. Et à court terme, on a en fait un magnifique range 4 heures entre deux niveaux de support et de résistance. Voilà. Ici, je vais juste passer en hebdomadaire, voir la tête de la bougie. Pas d'information particulière. On a quand même la MM200 hop, qui vient renforcer un peu ce niveau de résistance. Mais sinon, en données 4 heures, on a de nouveau un range. Voilà. On a un très beau range 4 heures à trader sur cette paire. Juste ici. Donc là, on est en plein milieu du range, il n'y a strictement rien à faire, si ce n'est, encore une fois, d'attendre un retour, soit sur la borne haute, soit sur la borne basse. Est-ce que le marché va réussir à faire une rotation complète vers la borne basse? En tout cas, voilà, un beau range à trader sur cette paire et chercher à se positionner en cas de cassure pour une nouvelle rotation vers la borne haute ou vers la borne basse. Mais en données 4 heures, je trouve que le range est plutôt propre et on a des signaux assez clairs, que ce soit en données 4 heures, l'avalement ici, les étoiles filantes, l'avalement, donc qui délivre aussi un range assez complet, assez propre techniquement et pas très complexe à trader en tout cas. Pas comme celui du pétrole par exemple, où là on a un range assez coriace, assez piégeux, qui demande un certain niveau d'expérience, je trouve, pour le trader confortablement. Alors que celui de l'euro yen actuellement est très propre et bien respecté en plus par deux bornes horizontales qui correspondent à deux niveaux de support et résistance daily. Enfin, l'AUD-USD, je vous en parlais en ce début de semaine, notamment avec la divergence haussière en données 4 heures, avec la possible étoile du matin qui a été bel et bien validée mercredi. Et donc, pareil, ça devrait offrir un nouveau range. En fait, sur le Forex, on va évoluer dans des ranges pareil à l'approche des élections. Les paires en dollars devraient
pas déclencher un flux directionnel de grande ampleur en tout cas. Et donc, encore une fois, le Forex de base est un marché de range, mais vu les circonstances actuelles, on constate que l'ensemble du marché est complètement dans une phase de latéralisation et de stabilisation. Donc, encore une fois, trading range, divergence 4 heures qui a parfaitement bien fonctionné sur cette paire. Si on prend l'objectif de 50% de la vague, objectif atteint, donc on remonte son stop tranquillement et on cherche à aller sur la borne haute, chercher les 0,72. Là ici c'était de l'excès haussier, c'était du bull trap. Pour rappel, cette zone hebdomadaire, voilà, ça c'est une belle zone hebdomadaire en rouge, capée en même temps par la MM200. Donc on s'était offert le luxe un peu de sortir par le haut, mais vite rattrapé par cette moyenne mobile 200, donc ce qui donne cet effet de bull trap juste ici. Mais je considérerais qu'on pourrait avoir un range finalement plutôt comme ceci. Et que là, c'est dû à de l'excès au-dessus de ce range, comme ici, hein, bull trap, on finit en dessous, bull trap, vous voyez, et là, on casse véritablement et ça passe. Et de nouveau, bull trap. Donc, prudence sur ce range, ne soyons pas trop gourmands sur les objectifs haussiers. Pour moi, le niveau des 0,72 est quand même est un niveau, comment dire, plus facile à aller chercher que celui des 0,7240 qui à chaque fois en fait ressemblait en fait à de l'excès haussier qui conduisait à chaque fois à un bull trap. Donc en données 4 heures, voilà, si on affine, faut aller chercher au moins la zone rouge. Et 0,72, c'est un prix rond, c'est aussi un prix psychologique. Donc derrière, objectif, là, comme je vous le disais, des 50% atteints. On remonte doucement son stop à la limite sous le précédent palier, les 0,382, et on essaye de se laisser porter le plus loin possible pour aller chercher la borne haute au niveau des 0,72. Donc à partir de là, on pourra peut-être déboucler potentiellement une partie de sa position et effectuer un reverse pour tenter une nouvelle rotation vers la borne basse de ce range. Concernant le gold, du moins les matières premières. Alors, on a du mal. On a du mal à franchir ce niveau. On est vraiment sur un niveau clé qui permettrait vraiment de déclencher une belle jambe de hausse. Là, on a tenté mercredi, hop, repoussé par les vendeurs, et là, on retente une nouvelle fois ce jour. C'est vraiment le niveau à franchir. Voilà, 1928. Là, ce qui est intéressant de voir, c'est que le nuage est moins épais. Donc, forcément, les prix auront, oui ou non, plus de facilité, en tout cas à le traverser, étant donné qu'il est quand même déconseillé de trader dans le nuage, mais un nuage, disons, moins épais n'est pas forcément un niveau plus faible, mais les prix mettront moins de temps à le traverser. Donc, derrière, ça peut plus facilement déclencher la vague de hausse. Alors qu'un nuage très épais, effectivement, le temps d'avoir la confirmation par les prix et par Chikou, ça peut mettre du temps et invalider le scénario. En soi, ce niveau, c'est pas parce qu'il est faible le nuage qu'il constitue, qu'il est forcément un niveau très facile à passer. Pas forcément, c'est juste en fait une question de temps au niveau du prix, au niveau des prix. Et donc, c'est sûr que si on traverse, les prix passent à travers le twist, eh bien, en une journée, la traversée du nuage sera faite et les prix seront libérés très facilement de tout obstacle. C'est aussi simple que ça. De ce fait, on se trouve donc, encore une fois, à la croisée des chemins sur le gold. Pas d'alerte baissière tant que notre oblique n'est pas enfoncé et tant que les prix ne repassent pas sous la Kijun et les 1880. Le niveau à surveiller, 1880 en extension, le plat Kijun juste ici, 1870, mais vous voyez que on a cette fameuse Tenkan ici hebdomadaire qui nous bloque, cette MM50 daily qui nous bloque, et cette résistance, cette ancienne résistance historique de 2011 qui nous bloque aussi. Donc un triple niveau de résistance.
Une fois que ce niveau aura cédé à la pression acheteuse, eh bien, on devrait finalement assister à un nouveau flux haussier, sachant qu'en plus, on sort quand même d'une figure de consolidation, à savoir un biseau descendant. On a certes effectué le pullback, toutefois, le vrai signal technique serait très clairement le franchissement de ce niveau pour accélérer en direction des 1975, 2000, et puis rendez-vous vers de nouveaux plus hauts historiques à moyen long terme. En données 4 heures, est-ce qu'on a des informations pertinentes? Pas vraiment. Bon, on pourrait avoir un triangle. On pourrait avoir un espèce de triangle. Vous voyez, ici. Voilà. Un triangle ascendant. Encore une fois, tac, 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 tac. Donc, à surveiller. Et effectivement, la cassure donc, dès 1930, eh bien, validerait le signal haussier qui permettrait donc d'aller, de reconquérir en tout cas, les plus hauts historiques. Le pétrole. Le pétrole, il se passe absolument rien. On est toujours dans ce range daily qui renferme un range 4 heures. Hop, on va le réajuster comme il faut. Voilà. Donc peut-être que certains ont profité de ce chandelier, cet avalement haussier pour se positionner. Vraiment un range de très court terme, hein. Faut être réactif sur le pétrole. Toutefois, on a quand même un bel avalement ici jeudi. Eh bien maintenant, il faut attendre un retour sur la borne haute. Et ainsi de suite. Trader tout simplement la borne haute, la borne basse. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le trading range, eh bien vous attendez la cassure d'une des deux bornes. Surtout la cassure de la borne basse, qui, elle, étant donné qu'on est dans un range daily, devrait permettre d'effectuer la rotation complète, enfin, en direction du niveau de support des 39,5, voire des 39,20, tout simplement. Donc, un range dans un range. Encore une fois, le marché, l'ensemble des actifs évolue quand même dans des phases de stabilisation, d'indécision. On évolue sans direction claire, surtout sur le marché pétrolier. Et donc, important de bien cadrer la dynamique des prix sur toutes les unités de temps. Et en hebdomadaire, la tête de la bougie, voilà, très clairement de l'indécision depuis 2 semaines, open égale close, très clairement, ce qui montre que le marché ne sait absolument pas dans quelle direction où aller. Donc plutôt un actif réservé aux traders intraday qui trouveront sûrement chaussures à leurs pieds sur l'unité de temps 4 heures pour la trader. Le light, exactement la même chose, open égale close, on forme un doji. Toutefois, cette hausse me semble limitée, hein. Encore une fois, on est sur un gros niveau technique avec la zone hebdomadaire voilà, juste ici, cette belle zone hebdomadaire de résistance couplée à la moyenne mobile 50. Donc voilà, on est venu chercher la même 50 derrière, on ne la passe pas. Donc, double niveau de résistance, très important. Mais sinon, à court terme, la configuration est exactement la même. Sauf que ici, on s'est offert le luxe de sortir par le haut du range, finalement vite rattrapé par la réalité. Et derrière, la dynamique est exactement la même que sur le Brent. C'est un range dans un range 4 heures, seulement que ici, on s'est fait un petit bull trap pour venir chasser tous les stops qui étaient un peu trop serrés. Quelqu'un qui avait passé son stop juste au-dessus de la même 50 ici, bah, ça ne se faisait pas sortir par le marché. Et là, comme par hasard, on est venu chercher la MM 50 avant de retomber. Comme quoi, le marché semble, c'est pas semble, le marché a une mémoire et se souvient très bien des niveaux techniques importants. Mais sinon, comme je vous le disais, configuration exactement
identique que sur le Brent. Trader la borne basse ou la borne haute ou attendre la cassure de cette borne basse qui constitue le milieu de range et donc qui devrait permettre une rotation des prix vers la borne basse. Enfin, pour terminer ce briefing, le Bitcoin, eh bien, c'est chose faite, nouveau, plus haut, annuel pour le BTC. Belle bougie. Suite aux annonces de PayPal notamment, qui offre à ses clients la possibilité eh bien, d'effectuer des achats dans ces 26 millions, il me semble, commerces et marchands qu'elle propose via sa plateforme. Donc encore une fois, hein, les cryptos qui montrent, qui suscitent l'intérêt des particuliers et des investisseurs, notamment avec l'accélération du Covid, des investisseurs qui cherchent un peu à se protéger des monnaies fiat, manipulées en quelque sorte par les banquiers centraux, comme on a pu le voir en introduction dans cette émission, hein, toujours plus d'argent, toujours plus de liquidités, pas de solution structurelle, on pense que l'argent va soigner, va guérir les malades du Covid, et donc des cryptos qui montrent clairement qu'il y a peut-être une autre solution à court terme, enfin à court terme, à long terme même, je dirais, que la digitalisation est en place et qu'elle accélère très fortement. Et donc, des investisseurs comme des particuliers qui commencent doucement à perdre confiance finalement dans ces monnaies fiat, mais ce n'est pas suffisant pour inverser la tendance. Il faudrait qu'on ait un véritable mouvement de grande ampleur pour que demain, le dollar soit détrôné au profit des crypto-monnaies. Mais cette accélération, on a une véritable corrélation, si vous voulez, depuis la chute des cryptos avec le dollar. En fait, on a un dollar ici qui chute en ligne droite, une véritable dégringolade, et en parallèle, un BTC qui, lui, réalise une performance annuelle de 80%. Ce qui montre bien qu'il y a quand même un certain attrait pour les crypto-monnaies, qu'elles ne sont clairement pas mortes et que on pourrait s'attendre à vivre avec au cours des prochaines années et qu'elles risquent même de faire de l'ombre aux banques traditionnelles. Mais sinon, objectif atteint. J'évoquais mercredi le niveau de la cassure des 12 000 qui permettrait l'accélération pour aller chercher les 13 002 en vous disant de remonter votre stop doucement, surtout si on avait de nouveau un bull trap. Pour les personnes qui ont remonté leur stop, eh bien, elles se sont laissées porter par le flux. Objectif majeur atteint, borne haute du canal, on est actuellement sur résistance à 13 000. C'est un beau niveau de résistance. 13 000, 13 000, 13 000, voilà, c'est ici. Et les belles mèches qu'on a fait ici, belle mèche, cassure, pullback. Donc 13 000, prochain niveau important pour moi, voilà, potentiellement on a les 13 620. Je vais quand même noter les 13 620 et 14 004 derrière. Alors, le BTC, je suis haussier, je passerai presque neutre dans le sens où on s'est quand même offert une belle envolée. Le marché ne monte pas en ligne droite, les marchés ne montent pas verticalement, ils ont besoin de consolider, respirer. On est sur une borne haute de canal. Se positionner à l'achat ici n'est pas forcément la meilleure idée qu'il soit, étant donné que voilà, ça ne sert à rien de se précipiter et rentrer en mode FOMO. Voilà, le plus gros du mouvement a été fait. Attendre une consolidation ou un retracement serait plus judicieux pour accélérer de nouveau en direction des 13 600. En tout cas, voilà, on est sur la borne haute de ce canal. Prochain objectif, 13 600. Si ça casse, 14 400. Néanmoins, je me montre
un peu plus prudent, étant donné que voilà, on est face à un beau niveau technique. On pourrait consolider avant de repartir à la hausse et continuer d'évoluer dans ce canal. Il reste quand même une belle semaine, plus 13%. La dernière fois qu'on a pris plus 13%, ça remonte à un petit moment, donc ça ne sert à rien de céder à l'euphorie, de se précipiter, surtout pas. Un marché ne monte pas verticalement. Un marché, selon la théorie de Dow, c'est des plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Ici, on n'est pas dans un creux de marché, on est plutôt sur un sommet de marché. Donc, certes, la dynamique est haussière, certes, le flux est haussier et impulsif, mais il est préférable d'attendre une consolidation ou un retour sur les niveaux de support pour profiter d'une nouvelle jambe de hausse et de se laisser porter par le flux qui est très directionnel. Donc, encore une fois, les personnes qui détiennent du Bitcoin depuis la cassure de la ligne de coup de cette figure chartiste, de ce double creux, eh bien, soit envisageront du moins de prendre quelques bénéfices ou remonteront encore une fois leur stop sous le niveau de support pour chercher à se laisser porter le plus loin possible par cette dynamique jusqu'à qu'on constate un essoufflement du marché. Écoutez, sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous mets le lien du briefing des marchés dans la description de la vidéo. Je vous souhaite donc une excellente journée, de très bons trades, un excellent week-end aussi, et on se retrouve donc lundi pour faire un nouveau point sur les marchés.